Une énergie plus verte pour alimenter la moitié des foyers de la Buisse. Une forêt de panneaux photovoltaïques est en marche sur le site d'une ancienne décharge. Un site exploité et entretenu par GEG. Leur terrain d'entraînement est en partie occupé depuis plusieurs semaines par des gens du voyage. Pourtant, les sportifs de la SPTT Grenoble continuent de courir, sauter, lancer en attendant des jours meilleurs. Et puis au Moyen-Âge, la forêt est terre et féconde de mythes et de légendes, décor de l'errance du chevalier, de l'isolement du Saint-Ermite ou refuge des amoureux. Le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye s'intéresse à la question. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 30 septembre 2021 pour retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Bas les masques à partir du 4 octobre. Les enfants isérois de primaire âgés de 6 à 10 ans ne seront plus obligés de porter le masque à l'école. Le département fait partie des 47 territoires concernés par le passage du protocole sanitaire au niveau 1 en raison de la stabilisation du taux d'incidence en dessous de 50 pour 100 000 habitants. Il était de 42 ce jeudi matin. Une mesure qui concerne la moitié du pays environ. Autour de nous, le Rhône, les Deux-Savoie, la Drôme et l'Ardèche ne sont pas concernés. Vous l'avez peut-être aperçu mercredi soir en levant la tête en direction du chêne de Venon, ce ruban lumineux, symbole de la lutte contre le sida, allumé par des soignants avec des lampes frontales pour montrer que le Covid ne doit pas faire oublier le sida. C'est ce que ne démentira pas l'infectiologue grenoblois, le professeur Olivier Epaulard, co-président du congrès annuel de la Société française de lutte contre le sida, qui se tient depuis hier à Alpexpo et réunit plus de 650 personnes. De ce congrès d'où doit émerger un texte pour éradiquer le sida d'ici 2030. Cet appel de Grenoble sera remis vendredi au ministre de la Santé, Olivier Véran, en clôture des débats. Dans l'actualité également, la hausse du prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Alors autant qu'elle soit verte, à la Buisse, les panneaux photovoltaïques ont poussé comme des champignons, mais sur un terrain qui n'aurait pas pu être requalifié pour accueillir du public, et ni même des champignons comestibles d'ailleurs, puisqu'il s'agit du site d'une ancienne décharge. Ces 8700 panneaux vont donner de l'énergie à la moitié de la population de la commune. Éléonore Pointeau. Consommer une énergie naturelle, propre et renouvelable, c'est possible pour la moitié des habitants de la commune de la Buisse. 700 foyers utilisent désormais l'électricité produite par le parc photovoltaïque du site écologique. Au bout de 8 ans de travaux, il se concrétise pour le plus grand bonheur du maire de la commune. Mais on est fiers qu'il y ait une installation d'énergie renouvelable aujourd'hui ici, parce que ça contribue à... C'est une contribution à l'enjeu climatique en fait. On sait qu'on doit consommer moins d'électricité, donc ça ne faut pas l'oublier, produire de l'énergie qui soit moins polluante. Sur 4 hectares, 8000 panneaux solaires ont vu le jour pour un investissement de 2,3 millions d'euros. Ils produiront 3 gigawatts par an, un projet mené par le pays voironnais, GEG et VSB Énergie Nouvelle, un site idéal de par son exposition sud et de par sa localisation, permettant un raccordement facile à la commune. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que nous tenons compte y compris des corridors écologiques, c'est-à-dire le fait que la faune puisse traverser un site comme celui-ci. C'est très important pour la biodiversité. Ce parc photovoltaïque situé sur les dômes d'une ancienne décharge est une solution utile afin d'aménager un terrain qui ne peut pas être urbanisé. Un changement apprécié des habitants. Voilà. Et après, on a déversé les ordures. Là, c'était pas... Bon, c'est une parenthèse, hein. C'était comme ça à cette époque-là. Hein. On versait les ordures... mais bon, c'était pas une solution. Hein. Et après d'avoir tout aménagé et puis recouvert de panneaux, ben ça c'est le summum. GEG s'occupera de l'exploitation du site et des 13 hectares d'entretien. Les installations sont prévues pour durer 20 ans et comme l'énergie qu'elles produisent, elles seront renouvelables. Sur le stade d'entraînement de la SPTT Grenoble, au bord du parc de l'Île d'Amour, ce sont des caravanes et des camping-cars qui font de l'ombre aux athlètes. Des gens du voyage se sont installés plusieurs semaines à proximité, voire carrément sur le terrain. Un coup dur pour les sportifs. Arthur Glory. À la SPTT Grenoble, on apprend à s'entraîner autrement, aux côtés des traditionnels, et on compte maintenant de nouveaux obstacles. Voiture sur la piste d'athlétisme, câble en plein milieu du terrain. Depuis plus de 3 semaines, le club partage son stade avec une communauté des gens du voyage. Les relations sont courtoises, mais ces nouveaux occupants ont un réel impact sur le club. Ça impacte très fortement notre activité et notre club de la SPTT, puisqu'aujourd'hui, à part une petite partie des athlètes, en l'occurrence
principalement les perchistes qui font de la compétition et qui peuvent s'entraîner parce que voilà, on a discuté avec les gens qui sont installés derrière et qui nous laissent la possibilité de nous entraîner sur notre stade. Et ben, pour autant, on a aujourd'hui les 3/4 de nos licenciés, de nos adhérents qui ne peuvent plus venir parce que c'est pas possible. Au stade de l'île d'Amour, les adhérents peuvent encore pratiquer le saut de haie et le saut à la perche, les seuls rescapés. Mais pour autant, il faut tout de même s'adapter. Avec une seule piste de course, où il ne faut pas aller trop loin sans risquer de se faire poursuivre par un chien, et un balai incessant de voitures sur les installations, la pratique est limitée. Une situation compliquée qui joue sur les performances de ces athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que la perche ne se limite pas seulement à sauter à la perche. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. On fait du travail d'impulsion dans le sable, on fait du travail de course sur la piste, on fait du travail d'endurance comme tout athlète. Et c'est plein de petites choses, plein de petites parties de l'entraînement qu'on est obligé d'occulter pour l'instant parce qu'on n'a simplement pas accès ou alors il faut qu'on trouve d'autres méthodes. On a des décathloniens parfois qui font des lignes droites alors juste derrière nous sur la route en fait, qui sont obligés d'être sur la route pour pouvoir s'entraîner et faire un peu d'endurance. Parce que oui, simplement on n'a plus accès à notre outil de travail. Des procédures ont été engagées par la mairie de Mélan, mais la situation est au point mort tant qu'aucun nouveau terrain n'est mis à disposition. Puisque c'est une occupation illégale, une installation sauvage, la commune a porté plainte et on attend que le préfet réponde à notre plainte et organise mieux l'installation de ces personnes sur notre commune ou ailleurs. Mais en tout cas, on ne peut pas accepter une installation sauvage. Avec une rentrée sportive sans la moitié de leurs adhérents, la SPTT Grenoble reste sans solution. Pour le meilleur et pour le pire, il faut alors apprendre à cohabiter. Pas d'athlétisme ce week-end, mais la fin de semaine sera néanmoins chargée pour les Isérois. Au programme du foot, du cross, un peu de l'athlétisme, du trail à la verticale de l'automne et puis du roller hockey. L'agenda sport avec Arthur Glory. Le GF38 repart de Rodez avec un goût amer et un match nul 1-1 arraché dans les dernières minutes par le RAF. Un but à la 94e minute qui vient priver les Grenoblois d'un premier succès à l'extérieur. D'autant plus qu'une victoire aurait donné une bouffée d'air au GF38 car ce sera compliqué contre Pau ce samedi à 19h au Stade des Alpes. Le 15e reçoit le 7e pour un match serré. Invaincu à domicile, Grenoble essaiera de tenir son rang. Il faudra aussi rentrer dans le rang et se mettre sur la ligne de départ pour suivre l'Urban Cross de Villeneuve. Avec 5 km ou 10 km de cross urbain à travers le parc, les galeries, les passerelles, mais aussi les escaliers, il faudra redoubler d'efforts pour enchaîner les obstacles. Départ à la maison de l'enfance Prémol, au village olympique, dimanche. Gardons nos baskets pour courir le cross de la Visilloise. Cette année, les organisateurs proposent 3 parcours, un de 14 km, un autre de 8 et une randonnée de 14 km pour toujours plus de plaisir. Les organisateurs espèrent accueillir quelques 650 coureurs. Premier départ ce dimanche à 8h15. Les amateurs de gros dénivelé ont rendez-vous ce dimanche sur le plateau Matésine pour la 11e édition de la verticale du Grand Cerf. La course la plus raide d'Europe, 1000 mètres de dénivelé sur une distance de 1800 mètres. Un véritable mur qui va demander aux meilleurs plus d'une demi-heure d'efforts intenses à l'image de l'Espagnol Kilian Jornet, lauréat de l'épreuve en 2015. Les premiers départs, en formule contre-la-montre, seront donnés à 9h du village de Cholonge. Enfin, les Yetis de Grenoble joueront contre Villeneuve-la-Garenne à la Halle Clémenceau. Après une première victoire contre Garges, l'équipe de roller hockey est bien placée. Elle essaiera d'aller chercher une autre victoire contre une équipe de Villeneuve qui a aussi gagné son premier match. Les habitants de la forêt de Chartreuse seront donc au calme ce week-end. Une forêt entre Isère et Savoie qui vient de voir son label forêt d'exception renouvelé pour 5 ans. La forêt occupe 11% du territoire du parc naturel régional, ce qui en fait la plus grande forêt domaniale des Alpes. Ce label va permettre de lancer de nouveaux projets pour révéler encore toutes les potentialités de la forêt et les savoir-faire locaux. Parmi les chantiers, la rénovation des sites touristiques pour un accueil plus moderne et mieux réparti et préserver la biodiversité. Quels êtres féeriques se cachent dans les forêts du Moyen-Âge? C'est ce que vous propose de découvrir en ce moment le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye avec une exposition entre croyances populaires et littérature. Une expo dans le cadre de l'Appel de la forêt, portée par le département de l'Isère cette année. Charlotte Faulkner.
La forêt au Moyen-Âge était-elle un lieu enchanté? Avec cette nouvelle exposition, le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye nous plonge au cœur de cet endroit où de nombreux mythes et légendes ont vu le jour. Peintures, gravures, mais aussi sculptures et objets d'art jalonnent le parcours de cette exposition à la scénographie inédite. Cette exposition a été conçue en partenariat avec de nombreuses collections publiques, notamment le musée du Louvre, le musée national du Moyen-Âge, les musées de Valenciennes ou de Lyon par exemple, mais aussi des bibliothèques. Et ce sont des prêts donc exceptionnels qui sont octroyés, à la fois des objets d'art, mais aussi des manuscrits, des tapisseries, des estampes, des peintures, et qui permettent vraiment de se plonger au cœur de cette histoire, souvent fantasmée, qui oscille toujours entre monde sauvage et monde civilisé. La forêt est un lieu souvent peuplé d'animaux sauvages tels que les loups ou encore les ours, des animaux réputés pour leur férocité. Pisanello, qui est un artiste célèbre, nous présente, on va dire, une variation sur un mammouth. Donc il s'agit d'un animal qui était redouté. Ici, Pisanello nous montre un ours qui ne correspond pas véritablement à la réalité de ce que pouvait être l'animal. C'est un ours, on va dire, idéalisé, qui, à travers son regard doux, rappelle aussi que les animaux étaient parfois domestiqués. Comment parler de forêt au Moyen-Âge sans aborder les mythes arthuriens, comme avec cette peinture de Gustave Doré? Nous sommes ici en présence de Merlin, le célèbre enchanteur, qui va subir en quelque sorte le sortilège de la belle Viviane. Il est ici dans une forêt magnifiée, grâce au génie de Gustave Doré, avec ses clairs-obscurs, avec justement cette forêt dont on devine toute la profondeur, mais aussi, on va dire, l'inquiétante noirceur. Qu'elle soit historique, fantastique, maléfique ou encore enchantée, la forêt demeure une source d'inspiration inépuisable qui continue encore aujourd'hui de nourrir notre imaginaire. Une exposition à découvrir jusqu'au 11 novembre. Prochain rendez-vous avec l'actu à 19h, 21h et 23h. On se quitte en musique avec Mr. Matt, l'ancien chanteur de Mountain Men, sera en concert vendredi soir au Coléo de Pontcharra à l'occasion de découvrir son deuxième album, Du Bonheur en Retard. Excellente soirée à tous. Spécialiste, faiseur de sale temps, désespérément optimiste. Pour ces foules de gens, pour le plus petit des lampistes, je me compte dedans. Désespérément optimiste, est-ce grave vraiment de croire que le bonheur existe ici et maintenant? Désespérément optimiste, à me faire